ambassadeur d'Egimon Jean-Marie Vianney. Je suis très heureux de vous accueillir dans nos émissions et dans nos studios de radio au Muri, parce que, encore une fois, nous avons des questions, des questionnements sur la politique, sur la géopolitique de notre sous-région des Grands Lacs, dont nous savons que vous êtes un expert. Oui, quand on écrit quelques livres sur un dossier, quand on... Non, bon, évidemment, on connaît votre modestie, mais nous le savons. C'est pourquoi nous vous invitons à nous aider à éclaircir certaines situations en rapport avec la géopolitique de la région des Grands Lacs. Soyez donc le bienvenu, ambassadeur d'Egimon Jean-Marie Vianney. Bonsoir. Bonsoir, cher frère Aloïse. Une fois encore, excusez ma voix parce que c'est pas terminé, c'est pas fini, mais je tiendrai le coup, je pense. Merci d'avoir surmonté justement cet handicap pour être avec nous. Nous allons essayer de ne pas vous forcer à parler beaucoup, mais on va aller à l'essentiel pour justement ne pas aggraver le cas de votre handicap de la voix. Voilà. Une brève introduction sur la situation de la géopolitique. À l'ONU, tout récemment, on a vu donc au 77e, la 77e Assemblée générale des Nations Unies, on a vu Emmanuel Macron au milieu du président Kagame et du président Tshisekedi. Et il s'est présenté comme étant le nouveau médiateur entre le président Kagame et Tshisekedi. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il est mandaté par les Nations Unies. Et nous savons que dans ce cas-là, le médiateur est choisi soit par les deux parties, donc en médiation, soit une institution quelconque qui envoie, qui mandate le médiateur. Alors on s'est dit, mais c'est quelle institution qui a mandaté le président Macron? Est-ce que ce sont les médiateurs sur entente mutuelle? Bon, peut-être que vous avez des informations que vous allez nous donner là-dessus, mais les gens se sont posés beaucoup de questions. Surtout que on connaissait déjà un médiateur qui a été envoyé par communauté des Grands Lacs internationales, comment on a CGILR. Donc, le président Joao Lorenzo, surtout que on connaissait un autre médiateur, le président Uhuru Kenyatta, même s'il n'est plus président du Kenya, mais il a été reconduit sur ce dossier par son successeur, William Ruto. Voilà, donc on s'est dit, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est pas trop de médiateurs pour un seul dossier? Est-ce que le choix de la médiation a été fait comment? Surtout pour Emmanuel Macron, par quelle institution? Voilà. Vous êtes ici ce soir pour parler tout brièvement sur ces questionnements, ambassadeur d'Egimon Jean-Marie Vianney. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de, sans nécessairement avoir des informations, comme vous l'avez suggéré, je veux dire des informations confidentielles, parce que s'il y en avait, vous les connaîtriez. On parle souvent ensemble de ce dossier, et donc je vous l'aurais dit. Ceci dit, j'ai essayé de réfléchir quand même et de penser à cette scène new-yorkaise où l'on voit à gauche le président Tshisekedi qui domine, hein, parce qu'il est vraiment debout, Oui, il est a un regard imposant. fixe. Il domine les deux par sa taille, par son assurance, je pense.
Et puis on voit le président Macron qui essaie de les tenir tous les deux par le dos, comme d'habitude, il aime le faire, pour marquer l'intimité avec ses homologues. Et puis à côté, il y a Kagame qui n'est pas très à l'aise, je dois avouer. D'ailleurs, on l'a vu aussi très, très mal à l'aise dans son discours aux Nations Unies, le président Kagame. Alors que Tshisekedi était ferme, alors qu'il regardait le public, alors qu'il regardait l'auditoire dans la grande salle de l'Assemblée générale à New York. Qui a prononcé quand même un assez long discours sur la situation justement des Grands Lacs. Voilà. Certains ont dit que le président Kagame a marqué une sorte de mépris en ne parlant que pendant 10 minutes, alors que Tshisekedi avait parlé pendant 39 minutes. C'est tout à fait normal. Il parle de son pays, il parle de son peuple, il défend les intérêts de son peuple, alors que l'autre, c'est l'homme accusé d'être l'agresseur et le prédateur. C'est normal. D'ailleurs, il semble qu'il ait changé de discours, hein, parce qu'il est intervenu après le président Tshisekedi. Et après avoir entendu le discours musclé et accusateur du président congolais, notre cher président Kagame aurait changé complètement de discours. D'ailleurs, vous l'avez vu, pour une fois, il ne lisait pas. Il parlait approximativement, mais ce n'était pas un discours écrit. C'était clair. Eh bien, le président Macron intervenait, et vous dites que ce sont les Nations Unies qui l'ont mandaté. Je crois que c'est un mandat tout à fait temporaire parce qu'il agissait surtout comme président, comme plutôt, ouais, c'est ça, président du Conseil de sécurité en exercice. Je crois que c'est à ce titre qu'il l'a fait, mais il est aussi et surtout président de la France, qui a affaire là à 2 pays francophones, si ça a encore un sens, ce mot-là. La francophonie, est-ce qu'elle a encore un sens aujourd'hui dans la géopolitique d'Afrique des Grands Lacs? Je ne sais pas. Parce que ce sont les francophones qui semblent un peu délaissés par la France, il faut le dire. Alors que le pays qui a choisi le Commonwealth, le Rwanda en l'occurrence, lui, il est choyé par Paris. Le Burundi, non, ça ne passe pas. Le Congo, le plus grand pays francophone, il est délaissé, il est considéré comme presque le mauvais garçon de la région par rapport au Rwanda. Et donc, ça laisse déjà interrogateur. Est-ce que le président Macron a choisi, tout en choisissant l'opportunité de sa présidence du Conseil de sécurité, vraiment d'être le médiateur, et dans quel sens? Personnellement, je pense que ce n'est pas nécessairement le médiateur le mieux indiqué aujourd'hui face aux réalités de la région, parce que beaucoup considèrent qu'il est trop proche de Paul Kagame. Il l'a montré dans plusieurs circonstances. Et ce n'est pas vrai, d'après vous? Moi, je dis ce que les gens disent. Et ce que vous analysez, justement, à partir de ce que les gens disent, je vais analyser. Moi, je pense qu'il est effectivement très, très proche de Paul Kagame. Il n'y a qu'à se rappeler du très, très beau discours qu'il a prononcé lors de son voyage à Kigali l'année dernière, et surtout du ton tranchant. En parlant des questions rwandaises, il était très tranchant. Tout ce qui s'opposait à la politique de Paul Kagame était exclu. Il excluait ça d'une main pour ne retenir que ce que Kagame pense de notre pays, y compris sur les grandes questions, les questions de réconciliation et d'unité nationale, où il a tranché en disant il n'y a qu'un seul génocide, c'est le génocide des Tutsis. Ce n'est pas vrai en plus, et je crois qu'un chef d'État étranger devrait être un peu circonspect par rapport à cette question. Parce qu'en disant cela, il demande aux autres qui ont été victimes du FPR, de Paul Kagame, de se taire.
de dégager, de circuler. Donc, il n'y a plus rien à dire, puisque Kagame l'a dit, il n'y a que le génocide des Tutsis, et puisque le président français le répète avec insistance, eh bien, les autres victimes du Front patriotique rwandais doivent circuler. Il n'y a rien à voir. Ça a été très, très choquant pour bon nombre de Rwandais, y Mais la compris ceux France, de... justement, vient aussi d'organiser une grande conférence de toute une semaine, si je suis bien informé, C'est ça, sur ils le ont organisé génocide un au colloque. Hein. Rwanda. C'est un colloque, c'est la première fois qu'ils organisent. C'est aussi un signe de reprise. Hein. C'est bien que notre pays, le Rwanda, reprenne ses relations amicales avec la France. Et si on pouvait le faire dans la transparence et dans la vérité, sans exclure une partie de notre population, ce serait formidable. Or, justement, même ce colloque exclut une grande partie de la population rwandaise. On lui demande de se taire, on lui dit, vous n'êtes pas concerné. Il y a une partie qui est concernée. Eh bien, donc, à partir de là, lorsqu'on prend parti sur des grands sujets comme celui-là, en plus, sans vraiment avoir là les arguments qu'il faut pour le faire, justement, que pour le principe, ça veut dire qu'on est un peu trop rangé, parce que la question du génocide du Rwanda concerne aussi la République démocratique du Congo. Pour deux raisons. Parce que le Congo avait reçu à l'époque, en 1994, plus de 2 millions de Rwandais qui fuyaient le FPR. Parmi eux, c'est vrai, il y avait des auteurs du génocide qui venaient de se commettre. Mais parmi eux, il y avait aussi des gens qui fuyaient Byumba, Kibungo, Rengeri, Gisenyi, Kigali et partout, et qui fuyaient un mouvement rebelle qui était en train de commettre un génocide contre les Hutus depuis 1990. Donc, moi, si je pouvais avoir le droit de conseiller quelque chose au président Macron, ce serait d'y aller doucement sur cette question. Parce que nous, les Rwandais, on n'acceptera jamais, à quelque prix que ce soit, on n'acceptera jamais de nous taire parce qu'il y a une puissance européenne ou américaine ou autre qui l'aura décidé. Alors, pour le Congo, maintenant, revenons à la RDC par rapport à la rencontre de Justement, New York. cette affinité, Tshisekedi ne peut pas ne pas la connaître. Tshisekedi il la connaît très bien. Le président Tshisekedi a des ministres, il a des conseillers qui connaissent très, très bien la problématique de notre région, y compris d'ailleurs son excellent ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula. Vous l'avez vu à plusieurs reprises. Au début, c'est vrai qu'il hésitait, mais c'est quelqu'un qui a occupé des fonctions tellement importantes dans le pays, d'ailleurs, qui n'était pas du parti du président Tshisekedi, non. Mais c'est quelqu'un qui connaît maintenant, qui maîtrise. Je sais que c'est un homme qui comprend très vite, je le sais. Et il a tout compris. Et il maîtrise vraiment le dossier de la guerre à l'est de la RDC, même s'il n'a peut-être pas les moyens d'aller au-delà du discours, du verbe. Mais en tout cas, il maîtrise. Et donc, demander aujourd'hui au président Tshisekedi de se mettre autour d'une table avec Kagame, de discuter, de dialoguer comme des frères, ça procède d'une volonté de paix en soi. Mais c'est en même temps une façon de demander au président congolais et aux autorités congolaises de tendre l'autre joue. Parce que le Rwanda n'a fait que frapper sur la joue, d'ailleurs sur les deux joues. Donc on demande aux Congolais de tendre une autre joue. La énième fois, on a frappé sur la joue droite, on leur dit tendez la gauche. Après, il tend la gauche, on lui demande de tendre la droite une nouvelle fois. Il y a des choses que je pense les Africains doivent commencer à refuser. La RDC est occupée par un mouvement dit rebelle, mais qui en fait est une partie de la RDF, Rwanda Defense Force, l'armée de Paul Kagame.
C'est une évidence. Même les Nations Unies le savent, puisqu'ils ont, le comité d'experts des Nations Unies a sorti un rapport le confirmant. Les grandes puissances le savent. Le secrétaire d'État américain, il l'a confirmé lors de de sa dernière tournée dans la région. Et je suppose qu'il ne l'a pas dit juste pour faire plaisir au président Tshisekedi et aux Congolais. Mais il l'a dit. Ils savent, les Américains. Je ne vois pas comment Blinken peut savoir et je ne vois pas pourquoi et comment le président Macron peut feindre d'ignorer cette réalité. C'est un pays qui est partiellement occupé, en tout cas dans sa partie est, et Kagame l'a confirmé en expliquant que oui, il a aidé le M23, ou il a plutôt créé ce mouvement, parce que les Tutsis ou les rwandophones de RDC étaient menacés par la politique congolaise, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Et donc, demander au Congo de tendre l'autre joue, les Congolais peuvent évidemment décider ce qu'ils veulent, hein, mais c'est risqué d'entrer dans un jeu, dans un engrenage d'où ils ne sortiront plus. Comme vous l'avez rappelé, il y a eu plusieurs initiatives. Bon, on va parler des initiatives les plus connues. C'était Nairobi. Il y a eu des réunions des chefs d'État, des réunions d'experts, des ministres, où on se demandait avec qui le Congo pouvait négocier ou pas. Est-ce que le Congo allait intégrer les forces rebelles qui s'attaquent aux populations à l'est du Congo et au FARDC aussi, ou pas? Ils ont pris des décisions en Nairobi. Les chefs d'État africains qui ont pris des décisions. D'ailleurs, ces décisions sont en cours d'être mises en application, notamment l'envoi de troupes régionales. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. On peut déclarer que la RDC n'a pas vocation à se tourner vers la région d'Afrique de l'Est ou pas. Moi, je pense que la RDC il est actuellement membre. Hein? Il est actuellement membre à part entière. Donc, il y a des gens, il y a des personnalités congolaises qui disent qu'il ne fallait pas et qu'il faut plutôt se rapprocher que de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Personnellement, on y reviendra peut-être un autre jour, parce que c'est tout un débat de géopolitique. Je crois que le Congo ne peut pas se passer de l'Afrique de l'Est, ne fût-ce que pour des raisons réalistes, ne fût-ce que pour des raisons géographiques, ne fût-ce que pour des raisons d'approvisionnement en vivres de première nécessité et autres. Et à l'aller comme au retour, le Congo doit exporter ses produits. Cette région d'Afrique de l'Est, plutôt de RDC à l'est de RDC, c'est une région, on le sait, qui à l'époque, aujourd'hui peut-être aussi, alimentait Kinshasa en produits divers, en fruits, en légumes et autres. Mais elle peut aussi vendre ses produits en Afrique de l'Est. Sachant que par là, il y a de meilleures routes. Que je sache, il n'y a pas de route Bukavu-Kinshasa. Alors que Bukavu-Mombasa, il y a des routes dont une partie ressemble à des autoroutes qu'on rencontre dans les pays européens. Voilà. Géographiquement, il y a presque autant de pays frontaliers avec la RDC à l'est comme à l'ouest, presque autant de pays, parce que si on compte les pays de l'est de la Tanzanie jusqu'au Burundi. Tout à fait. Et il y a plus d'affinités sociologiques au niveau des frontières de l'Est, hein, entre le Congo et le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il y a plus de mouvements transfrontaliers. Alors qu'entre Kinshasa et Brazzaville, vous connaissez Kinshasa, Aloïse, moi aussi, c'est vrai qu'il y a des relations, des populations des deux villes. Mais il y en a moins. Oui, il y en a moins. Le Bichingobila n'est pas aussi fréquenté que la frontière Rusizi, la frontière de Goma. Et on n'y va pas à pied, il faut prendre le bateau.
alors que là, c'est à pied. Donc, cette problématique, ce débat, on va le faire une fois pour parler justement de est-ce que le Congo est un pays qui doit s'ouvrir à l'ensemble de ses voisins et de toutes les régions qui l'environnent. Eh bien, on va en parler une autre fois. Donc, revenons à Macron et aux deux. Moi, je pense que donc, j'étais en train de relater les différentes initiatives et les décisions qui ont été prises à Nairobi, qui disent une chose. Quelque temps après, il y a eu Luanda. Luanda, vous avez dit qu'il était en fait mandaté par le CIRGL. Non, il est peut-être le président en exercice, mais il était mandaté par l'Union africaine. Ah oui, c'est juste, oui, c'est vrai. Voilà, il était mandaté par l'Union africaine, donc c'est quand même toujours un cadre africain. Quelque temps après, on a même vu Kaguta Museveni, le président ougandais, s'essayer à la médiation aussi, mais d'une manière tranchée. Chez lui, il n'y avait même pas de médiation, il n'y avait pas à hésiter à faire. Il a dit, vous devez vous mettre ensemble. Et puis le Kenya viendra se mettre entre les troupes congolaises et les troupes du M23. Bon, si ce n'était pas dit par un chef d'État, ce serait assez risible quand même. C'était un peu léger comme argumentaire. Alors qu'à Nairobi, le Congo avait dit que le M23 était un mouvement terroriste, le président Museveni, lui, affirme que ce mouvement mène une guerre juste. Il l'a dit à M. Guissaro, qui était là, le ministre des Infrastructures. Eh bien, en tout cas, il y a eu plusieurs initiatives africaines. Et puis, tout d'un coup, on voit apparaître la France, les Nations Unies. On a même vu Obasanjo. Obasanjo est venu à Kinshasa. Aujourd'hui, on me signale même que l'ancien président français, François Hollande, a aussi débarqué à Kinshasa avec son épouse, parce qu'ils vont aller à Panzi voir le docteur Mukwege pour aider probablement le docteur Mukwege. Si le roi des Belges a été là, alors un ancien chef d'État français ne peut pas manquer à ce rendez-vous. Bref, personnellement, je ne soutiens pas tellement l'initiative française ou onusienne, qu'on laisse les Africains essayer de résoudre cette question. Et puis, vous avez vu aussi, entre-temps, il y a eu le sommet de la SADC, dont le président Tshisekedi assure aujourd'hui la présidence en exercice. Donc, toutes ces initiatives passées par-dessus pour chercher à leur imposer un autre chemin à suivre, hein, ce n'est pas, je vais le dire ouvertement, ce n'est pas très respectueux des Africains. Je comprends aussi la France, hein, parce qu'il y a quelque part ce que certains appellent déjà le syndrome malien. Le syndrome malien, c'est un phénomène que personnellement, je n'avais jamais vu en diplomatie où un pays africain peut faire face à une puissance du Nord aussi ouvertement. Vous avez suivi le discours du Premier ministre Maïga à New York, c'était fort. Hein? Il y a l'ONU. C'était très, très fort. C'était vraiment fort. Et donc, la France a raison de se dire que si ce syndrome s'introduit dans certains autres pays africains, la RDC par exemple, que ce serait une fois encore un ratage pour la diplomatie française. Je vais ajouter même la proposition ou l'offre russe de fournir des armements à la RDC. Vous savez, aujourd'hui, ça soulève une sorte de boucan, de bruit dans les pays occidentaux. Je le comprends là aussi. Là aussi, ils ont peur du syndrome malien et du syndrome, quelque part, centrafricain, même si
les objectifs des deux gouvernements maliens et centrafricains ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même nature. Mais en tout cas, c'est un syndrome qui fait peur aux capitales européennes et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que la RDC a le droit de se faire aider par n'importe quel pays? Est-ce que la RDC, en résumé, est un pays souverain? Si on dit à un pays de ne pas se fournir en armes pour essayer de bouter dehors l'agresseur, celui qui occupe aujourd'hui Bunagana et une partie du Nord Kivu, si on demande au Congo de ne pas, si on l'empêche en fait, si on lui enlève le droit de pouvoir se fournir, acheter des armes ou les recevoir d'autres pays amis, c'est une forme de négation de sa souveraineté. C'est ce que moi je pense. Les autres ont le droit de penser autre chose, mais moi je crois que la RDC devrait pouvoir, et je crois que c'est ce qui va se passer d'ailleurs, si elle veut vraiment assurer l'intégrité territoriale de ce grand pays, eh bien, il faut absolument que ce pays dispose d'armes, parce que la phase militaire, elle compte beaucoup dans la solution définitive de cette question. On ne peut pas laisser le M23 avec ses alliés rwandais et ougandais. Excusez-moi de vous interrompre un peu, parce que quand vous dites, vous parlez du M23 et de Kagame qui est derrière ou dedans, ou je ne sais pas comment on peut définir ça, il y a un certain énigme qui met Kagame dans une position inexplicable, ou en tout cas peu claire ou pas claire, parce que quand il s'oppose en disons porte-parole du M23, parce qu'il va négocier à sa place, il négocie même donc les cessez-le-feu à la place du M23. On se dit, mais pourquoi il dit alors qu'il se place lui-même au-dessus de ce mouvement? Essayez un peu de nous éclaircir là-dessus, évidemment, si vous avez une idée là-dessus. Parce que nous, les peuples, on ne sait pas ce qui se passe quand on voit un président qui se fait porte-parole et qui prend les engagements à la place de ce mouvement. Et il nie que ce n'est pas son mouvement. Je dis, mais... Vous savez, moi, je pense que si on essaye d'analyser rationnellement le discours ou le comportement de Paul Kagame par rapport à la question congolaise, on n'y arrivera pas. Les choses ne sont pas rationnelles en l'occurrence. Il s'agit, je l'ai dit dans une émission que j'ai donnée récemment, il s'agit d'une question de vie ou de mort pour le Rwanda de Kagame. Depuis 1994, 16 surtout, avec l'attaque des AFDL qui ont abouti à chasser Mobutu du pouvoir, le Rwanda s'est sucré. Le Rwanda a vécu comme si une partie du Congo lui appartenait, surtout les mines de l'Est du Congo. Et on peut même aller plus loin parce qu'on a D'abord, il y a des anciens membres du Congo DESC, l'ancien DESC, qui sont avec nous, qui nous racontent, qui ont été eux-mêmes membres de ce DESC, qui nous racontent comment chaque jour, ils allaient avec leurs avions à Lubumbashi, partout. Partout, le Congo possède des mines et des pierres précieuses, des pierres ou des produits miniers stratégiques. Ils nous racontent tout, comment ils faisaient. Et comment Kagame attendait des livraisons tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est avec cet argent qu'ils ont construit leur building. Ça n'appartient pas au Rwanda, mais
s'est construit au Rwanda. Un jour, le président Bagaza avait dit, parce que certains hommes politiques burundais lui disaient, mais les Rwandais, ils ont trop de place dans notre pays. Et le président Bagaza avait dit, laissez-les construire. Ces maisons-là n'ont pas de roues. Elles ne vont jamais quitter le Burundi. Il avait dit en un Kirundi formidable. Je ne vais pas fatiguer nos auditeurs en leur disant cette phrase en Kirundi, mais c'était à peu près ça. Et donc, les bâtiments construits à Kigali, tous ces immeubles luxueux dont le Rwanda n'a pas les capacités de les construire normalement avec son budget ou avec les moyens de bord, eh bien, c'est le Congo qui les a fournis. C'est pourquoi un jour, je l'avais dit aussi, les Rwandais qui vont diriger ce pays demain devront un jour avoir le courage de reconnaître les pillages pratiqués par le gouvernement actuel en RDC. Et ils seront comptables de ça. Un jour ou l'autre, le Rwanda doit rembourser ou en tout cas symboliquement faire quelque chose pour avoir la paix, une paix définitive. C'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui encore, les Allemands payent. L'Allemagne actuelle paye une partie des dégâts causés par les armées de Hitler. Et donc, même au Congo, le président Museveni est en train de payer la RDC des dégâts qui ont été causés justement par ces militaires, l'invasion de l'Ouganda. C'est justement une partie des raisons. C'est une partie des raisons qui font que ces deux pays ne veulent pas que le Congo recouvre sa souveraineté, qu'il y ait un gouvernement fort à Kinshasa, que l'armée congolaise soit partout et couvre le territoire pour le protéger des invasions et des pillages. C'est pourquoi le Congo n'a pas la paix aujourd'hui. Et c'est pourquoi Kagame n'arrêtera pas, je vous ai dit, si le Rwanda arrête d'occuper une partie du territoire congolais et d'accéder aux mines et aux autres ressources, notamment forestières et autres. Je ne suis pas un spécialiste économiste, mais j'ai fait un calcul à l'aide d'un expert. Eh bien, le Rwanda ne tiendra pas. Le Rwanda ne pourra même jamais boucler son budget. Vous allez me dire, mais à l'époque, ça se passait très bien, le Rwanda. Mais à l'époque, nous étions 5-6 millions d'âmes au Rwanda. Aujourd'hui, on dépasse les 13 millions, même si on ne fait pas de recensement actualisé, pour justement ne pas surprendre le monde. Les Rwandais aujourd'hui voisinent les 15 millions. Et le Rwanda est devenu plus pauvre qu'avant. Donc, c'est tout ou rien. C'est pourquoi les Congolais doivent soit accepter de céder une partie de leur territoire au Rwanda, comme cela est le cas aujourd'hui. C'est pas moi, c'est pas ce que je souhaite, parce que ça entraînerait des guerres infinies, ou alors de tout faire pour récupérer Bunagana et le reste des territoires occupés par le Rwanda à travers le M23 et d'autres groupes rebelles. Alors la France, on ne va pas y revenir beaucoup. J'ai dit ce que je pense. J'ai dit que pour moi, la proposition française ne tient pas, tout simplement parce que le Congo est occupé. Le président Macron, sincèrement, gagnerait à plutôt être réaliste et aller voir Paul Kagame, son ami, et lui dire, écoutez, monsieur le président, arrêtez. Hein. Vous êtes en train de mettre les Rwandais en danger. Vous êtes en train de mettre votre pays en danger. Et puis, les Congolais ne sont pas d'accord parce que c'est leur pays, c'est leur territoire. Il y a des principes de droit international qui obligent les Congolais à absolument récupérer leur territoire, comme la France. La France n'accepterait jamais que l'Allemagne actuelle ou la Belgique ou un autre viennent occuper un village français. Ce serait la guerre, ce serait un cas de guerre, un casus belli. Le président Macron n'accepterait jamais. Donc, ce qu'on ne veut pas subir chez soi, il ne faut pas demander aux autres d'accepter de le subir. C'est une question aussi de le principe d'égalité entre les nations, le principe d'égalité devant les lois internationales. On ne peut pas demander aux Congolais chaque fois de se faire taper sur la joue et de tendre l'autre, et parfois les deux en même temps.
parce que le Rwanda, il a le bras long, Kagame en tout cas, et il frappe fort. Oui, parlons justement de cette confiance du président Tshisekedi en Macron. Est-ce que, euh, sachant, vous avez dit, vous en avez parlé un tout petit peu, sachant cette affinité avec Paul Kagame et que Macron est prêt à tout pour aider Paul Kagame, je pense qu'ils ont beaucoup de projets communs comme amis et que Tshisekedi, justement, il serait difficile, en tout cas pour lui, de faire confiance en Macron. Et ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que il y a certaines langues qui disent que Macron, comme étant quelqu'un qui est très informé, en tout cas, voit que son ami, justement, est vraiment au bord de la rupture, comme vous l'avez dit, économiquement et même militairement, parce que vu les forces, Macron, il s'est analysé, hein, les forces qui sont dans la région et qui toutes sont orientées vers son ami Kagame, lui, il sait évaluer. Il se dit, mais voilà, mon ami est foutu, il faut que j'aille tout de suite éteindre le feu. Et d'autres disent que Macron, lui aussi, il cherche à entrer au Congo pour que, une fois la région de l'Est est, disons, balkanisée, il peut avoir un peu de sa part. Bon, mais on parle beaucoup, mais ce n'est pas sur base de rien, parce que tout ce que les gens disent, bah, on se dit, il y a une certaine vérité. Je ne sais pas si Macron, le président français, a des idées derrière la tête, hein, si son initiative en tant que président du Conseil de sécurité, s'il a pris cette initiative, à la demande sans doute de ses homologues, hein, avec l'objectif de se lancer lui aussi à la conquête de la RDC ou de profiter du chaos à l'Est. De toute façon, il y a des entreprises françaises qui sont déjà là, hein, qui profitent de ce vide, hein, qui travaillent avec Paul Kagame pour déstabiliser la RDC. C'est connu, on les connaît. On les connaît, mais je suppose que le président français n'a pas l'intention d'entrer dans ce jeu-là, parce que d'abord, il s'agit de la France, et parce qu'à côté de la France, il y a les États-Unis. Est-ce que les États-Unis peuvent accepter que la France mette ses pieds une fois encore en RDC alors qu'ils l'ont chassé de là en 1994, 16? Je ne crois pas. Il va sans doute, et ils le font déjà, profiter de la présence de l'armée rwandaise en RDC. C'est ce que les gens disent effectivement. Mais hier n'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas demain. Je crois que les pays de la région, notamment, ont commencé à prendre conscience, parce que ça commence par un pays, et très vite, ça traverse les frontières. C'est ça. Si on lâche le Congo, si les pays de la région lâchent ou laissent le Congo se faire mutiler par le Rwanda, l'Ouganda et maintenant par des puissances européennes, moi je dis qu'on serait à la veille de 1885, 85, 86. On n'est pas encore à Berlin, mais c'est tout comme. Il faut vraiment que l'Afrique, notamment les pays de la SADC, ceux de la communauté d'Afrique de l'Est, sont déjà là. Le Burundi est présent dans le sud du Kivu. Le Kenya serait déjà, sinon aux portes, ou déjà à l'intérieur du Congo, sinon alors pas loin de Bunagana. D'ailleurs, là aussi, il y a des questions à se poser pour bien comprendre la position de cette force est-africaine
par rapport à Bunagana. Parce que Bunagana, c'est une partie, c'est le Congo, et une autre partie, c'est l'Ouganda. Et l'Ouganda compte envoyer des troupes dans le cadre de l'EAC, East African Community. Si l'Ouganda compte envoyer des troupes pour combattre le M23, pourquoi ne le fait-il pas déjà à Bunagana, puisque Bunagana est à sa frontière? Pourquoi il faut attendre les troupes kenyanes venues de Nairobi pour venir à Bunagana combattre le M23, alors que l'Ouganda est censé faire partie du contingent de l'Afrique de l'Est? Pourquoi l'Ouganda, qui les a à sa portée, ne les attaque pas pour les déloger? Ce sont des questions que doit se poser. Il y en a qui disent que l'Ouganda joue double jeu et qu'il se dit être partenaire du Congo et derrière, disons, laisser couvrir les activités à sa frontière. Derrière, ils entretiennent le M23. C'est clair et net. C'est clair et net. Non, les Congolais le savent aussi. Hein. Vous savez, le gouvernement congolais le sait. Je crois qu'il y a une grande différence comportementale qui tient peut-être à l'éducation des gens. Le président Tshisekedi, ce n'est pas Kagame. Je crois qu'ils ont des valeurs très, 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 très différentes, à l'opposé l'un de l'autre, en tout cas. Autant Kagame est très caractériel, autant on voit directement ce qu'il pense et ce qu'il veut faire, autant le président Tshisekedi est secret. Oui, c'est vrai qu'on peut l'accuser d'avoir fait traîner les choses, d'avoir voulu écouter tout le monde, d'avoir sollicité tous les chefs d'État de la région pour en faire des conseillers plus ou moins connus ou pas. Mais c'est aussi une problématique difficile qui date de longtemps. La guerre du Congo a commencé concrètement en 1996. Donc, il y a quand même 26 ans de cela. Et je crois qu'on peut leur faire confiance. Maintenant, si réellement, comme certains le disent, les autorités de Kinshasa ont décidé de laisser faire, c'est autre chose. Mais moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le discours du président Tshisekedi aux Nations Unies était un discours sincère, direct, et qui a fait bouger les lignes, qui a notamment mis Paul Kagame très mal à l'aise, et qui a, vous l'avez dit, nous l'avons dit tout à l'heure, qui a un peu provoqué la réaction du président Macron, l'ami de Paul Kagame. Mais lui, il se présente comme l'ami des deux, donc faisons-lui confiance. Effectivement, il est quand même, la France est un pays ami de la RDC et aussi du Rwanda. Mais il y a une donne, il y a une nouvelle donne hein, que nous devons bien observer et dont nous devons tenir compte. C'est la guerre d'Ukraine. Rappelez-vous que pendant le sommet du Commonwealth, certains pays du Commonwealth avaient annoncé ouvertement qu'ils allaient installer leur antenne d'observation de l'Afrique, notamment de l'Afrique, donc de la région, pour savoir quels pays ne soutiennent pas l'OTAN dans sa politique à l'égard de la Russie. De la Russie. Oui, donc ce n'est pas un sujet dont on ne doit pas tenir. C'est très important. Or, le président Macron, on connaît aussi sa position pour l'Ukraine. Mais pourquoi choisirait-il le Rwanda, s'agissant de la Russie et s'agissant de l'Ukraine, au lieu de soutenir la RDC justement pour avoir les faveurs de ce grand pays? Je ne peux pas savoir, mais il y a d'autres considérations. Il y a d'autres considérations. Kagame, c'est quelqu'un qui donne facilement à ceux qu'il critique par ailleurs ouvertement. Il se fait passer pour un panafricaniste. Alors que, comme nous l'avons souvent dit, en fait, c'est l'équivalent de typo du XXIe siècle. Hein. Tout ce que l'Occident lui demande, tout ce que les pays européens, les États-Unis et les autres pays de l'OTAN lui demandent, il s'exécute immédiatement.
Et c'est là la différence avec peut-être d'autres chefs d'État africains qui mettent le bémol, qui ne répondent pas immédiatement avant de s'ouvrir à toutes les manigances venues du Nord. Ça aussi, Kagame, c'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à tout donner au camp qu'il aura choisi pour ne pas quitter le Congo. Je vous ai dit que le Congo, pour lui, c'est le poumon de l'économie rwandaise actuelle. Si le Congo ferme ses portes, si le Congo occupe, enfin, je veux dire, maîtrise son territoire, s'il peut garantir l'intégrité territoriale de la RDC, à un certain moment, tôt ou tard, cette frontière sera fermée parce que le Rwanda ne peut pas exploiter un territoire congolais indéfiniment. Surtout que les Congolais se sont réveillés. C'était notre élément très important. Les Congolais sont déterminés. Il y a aussi ces pays de l'East African Community qui se sont engagés. Est-ce que vous croyez que cet engagement sera vain? Ils peuvent se permettre d'échouer? Est-ce que donc il y a tout un ensemble qui se met en place et qui montre que cette frontière ne sera pas ouverte à Kagame indéfiniment. Il y aura des victimes. Il y aura sans doute des victimes, mais je crois que c'est un test grandeur nature, en fait. Si les troupes kenyanes, ougandaises, burundaises, tanzaniennes ne peuvent pas chasser le M23 de Bunagana, c'est que les capitales respectives ne l'auront pas voulu. Donc, Kinshasa doit fixer un deadline avec leurs homologues kenyans, burundais, tanzaniens, ougandais, en disant, écoutez, ils sont combien, les rebelles du M23, à Bunagana, à la frontière ougandaise? Pourquoi on ne les chasserait pas en moins d'un mois? Bon, c'est vrai que le secrétaire général des Nations Unies a précédé cette logique en disant, oui, ils sont très bien armés, ils sont même mieux armés que nous, les Nations Unies. Est-ce que c'est pour justifier leur... Six armées contre une armée même bien équipée, je pense. Exactement. Si la Tanzanie, le Kenya, le Burundi et l'Ouganda sont moins bien armés que le M23, alors que la messe soit dite, qu'on nous le dise. Mais donc, ce sera vraiment un test grandeur nature. Si ces quatre armées n'arrivent pas à chasser le M23, si elles n'arrivent pas à chasser le Red Tabara, le CNL et d'autres groupes, eh bien, c'est que le monde aura abandonné la RDC et il va rester au Congolais la décision finale. Il faut absolument que quelque chose soit fait. Nous, quand nous le disons, hier, j'ai reçu un commentaire d'une femme, une Rwandaise mariée à un Français, qui a écrit un commentaire en disant que lorsqu'elle écoute ce que je dis sur la RDC, qu'elle a honte. Parce que si je suis Rwandais, je devrais soutenir le Rwanda. Une logique aussi simple et aussi simpliste. Nous ne sommes pas des pro-Kagame lorsqu'il s'agit d'aller détruire les pays voisins. Nous ne pouvons pas soutenir l'armée, y compris l'armée de notre pays d'origine, lorsque celle-ci va détruire les pays voisins, lorsqu'elle va massacrer les peuples frères de la région. En ce moment-là, cette armée ne nous représente pas. Elle représente un régime qui ne représente pas le Rwanda, qui ne représente pas les Rwandais, et que ce soit entendu comme tel. Nous ne pouvons pas soutenir l'armée rwandaise dans ses basses œuvres. Elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule.
Mais à tous ceux-là qui pensent comme ça, comme elle, je me dis que ils n'ont aucun patriotisme. Ce n'est même pas du Et patriotisme, mais ils n'ont aucun humanisme. oui, bon, on peut appeler ça Oui, humanisme, patriotisme. En tout cas, ils n'ont aucun sens du bien des Rwandais. tout à fait. Parce que agresser les pays du Sud, de l'Ouest, de l'Est, du Nord, cette politique finit par euh, avoir des conséquences très fâcheuses sur la population, sur la vie de la population du pays. Alors, quelqu'un qui soutiendrait que un gouvernement soit aussi belliqueux comme celui-là, en sachant les conséquences que ça peut engendrer sur les Rwandais, la population, je pense que c'est aussi, bon, je ne trouve pas le terme euh, plus soft, mais c'est vraiment méchant, je pense, euh, vis-à-vis de la population rwandaise. Tout à fait, tout à fait. En plus, on ne sait pas et on ne peut pas dire de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, le Rwanda a peut-être les moyens, grâce aussi aux aides qu'il reçoit de la communauté internationale, entre guillemets, mais qui sait demain ce que le Congo sera capable de faire après avoir accumulé autant de haine, autant d'humiliation, parce que le Rwanda humilie le Congo. Je veux dire, le Justement, en Rwanda, le parlant Paul de Kagame. cette humiliation, excusez-moi de vous interrompre, en parlant de l'humiliation, je me suis dit, mais euh, si j'étais dans la tête du président Uhuru Kenyatta, si j'étais dans la tête du président Joao Lorenzo, Lorenzo. et que je vois Macron, où, où est-ce que sa place sera par rapport aux deux médiateurs? Parce qu'ils ont peiné à unir leurs forces, vous l'avez bien suivi. Ils se sont dit, voilà, il faut que les décisions de Joao Lorenzo, donc, qui se jouent des entretiens de Luanda, ne soient pas en contradiction avec les décisions de Nairobi. Il faut que les deux aillent dans la même direction. Ils ont passé quand même un certain temps. Ça leur a coûté vraiment un grand effort pour canaliser tout ça. Mais où sera la place du Et président ce n'est Macron? pas terminé, ce n'est pas terminé, leurs initiatives n'ont pas été suivies d'effets, sauf pour les réunions de Nairobi quand même, qui commencent, on l'a dit aussi, à être mises en application par l'envoi de troupes notamment. S'agissant de Luanda, là aussi, ce sommet a servi à démontrer que Kagame était précisément impliqué, parce qu'il a accepté de parler, de négocier, de discuter au nom et à la place du M23. Il Sauf y a aussi, qu'après, oui, il y a aussi certaines informations qui circulent comme quoi à Luanda, justement, a disponibilisé un certain fonds à la RDC pour pouvoir mener cette guerre contre je ne suis pas sûr de l'information, mais quand même, dans certains milieux, cette information a circulé. donc la RDC aura certainement beaucoup d'aide, parce que c'est d'abord une guerre injuste qu'on lui impose. C'est Mm. une guerre injuste qui appauvrit la population congolaise et qui enrichit son voisin de l'Est, le Rwanda, enfin, ses deux voisins, l'Ouganda aussi, qui le fait d'une manière plus insidieuse. Mais en tout cas, pour le Rwanda, c'est clair et net. Aujourd'hui encore, il y a des camions qui traversent, hein, on le sait. Et surtout par Bunagana. Donc, si ça passe par Bunagana, c'est que c'est le Rwanda et l'Ouganda. Ça ne peut pas être l'un seulement, sinon ça se saurait. Et je pense vraiment que la balle est dans le camp du Rwanda aujourd'hui. Et ce n'est pas perdre, je crois que le Rwanda devrait sentir que
en acceptant de retirer les troupes du M23 du Congo, ce n'est pas se rabaisser, c'est être tout simplement réaliste. Parce que demain, ça peut changer très vite. Et parce que demain, les Rwandais eux-mêmes peuvent subir les conséquences de cette guerre. Justement, il y a certains diplomates qui m'ont dit que Kagame gagnerait à retirer bon, les troupes du M23 chez lui, les cantonner quelque part. Il serait agrandi, donc du moins, il aurait beaucoup plus de respect par rapport au monde. Et justement, à ce moment-là, il aurait une place dans la négociation. Mais tant que ces troupes, il dit, ce sont des Congolais qui règlent le problème entre eux, comme l'État congolais. Et pourtant, il va négocier les couvre-feux à leur place. Tout Mais ça. en fait, cher Aloïse, on devrait se poser une question simple. De quelle négociation s'agit-il? Si le M23 n'est plus sur le territoire congolais, le Rwanda va négocier quoi avec le Congo? Qu'est-ce que le Congo lui a fait? Ils vont parler de FDLR. Très bien. C'est ce que les Congolais ont toujours demandé. C'est ce que tous les pays de la région n'ont cessé de demander. Parlons des FDLR. Parlons des réfugiés rwandais qui sont à l'est de la RDC. Rappelez-vous, l'ancien président tanzanien, Jakaya Kikwete, avait suggéré, il avait un plan pour que le gouvernement rwandais discute entre frères avec les FDLR et avec les autres Rwandais armés qui sont dans cette région. Je ne les connais pas personnellement, mais il paraît qu'il y en a plusieurs. Le président Kagame a pris ombrage de cette proposition et il a promis au président Kikwete de le tuer et qu'il ne saurait pas d'où serait venu ce coup-là. Il l'a dit devant tout le monde. Nous avons encore les vidéos de cette déclaration. Et il a fait la même chose par rapport à d'autres chefs d'État, même si il n'a pas déclaré ouvertement, mais il a fait des choses. Il a fait, eh bien, si le M23 aujourd'hui se retire de Bunagana et qu'il rentre en Ouganda, disons, parce que c'est quand même le pays voisin, l'Ouganda n'a qu'à les remettre au Rwanda, le Rwanda va négocier quoi avec la RDC? Négocier quoi? Donc, au moins, la tâche qui est sur Kagame pourrait, disons, s'atténuer. Et aux yeux de la RDC, au moins, il aurait disons, une autre image. Une Pas autre image, l'image de cette l'agresseur. image-là, l'autre image, à mon avis, ce ne sera pas les autorités. Ce ne sont pas les autorités congolaises qui doivent lui donner une autre image. Parce qu'après, il y aura une phase judiciaire. Vous avez suivi hier, il y a un mouvement progressiste congolais Oui. qui je C'est crois. justement la dernière question. C'est justement la dernière question que j'allais vous poser, puisqu'on va aller vers la clôture. Ouais. Il semble que un groupe de politiciens ou de partis politiques se sont unis, enfin, ils étaient déjà unis, justement, et ils ont porté plainte à ces pays contre le président Kagame. On a vu les documents, ils l'ont vraiment fait. Et est-ce que cela, d'après vous, donc dans ces négociations, dans tout ça, bon, ça risque d'avoir un impact. Est-ce que Kagame n'a rien dit à propos, mais est-ce que la CPI, parce qu'il faut aussi que la CPI se saisisse de la question. Moi, j'aimerais bien justement entendre la réaction du procureur.
Parce que venir nous parler d'immunité alors que d'autres chefs d'État ont été arrêtés et amenés à la haie et poursuivis, je ne vois pas comment tout d'un coup on va exciper l'immunité de Paul Kagame pour des millions de morts dont il est accusé. Et encore, le groupe de partis qui ont porté plainte, ou d'organisations, disons, qui ont porté plainte contre Paul Kagame, n'a pas parlé des victimes rwandaises. Et donc, tout ça, c'est aussi une des raisons, je l'avais dit une fois dans une émission, c'est une des raisons pour laquelle, cette raison-là, qui est très importante, Paul Kagame ne veut pas lâcher le Congo parce qu'il veut continuer à perturber la vie du Congo, empêcher les institutions congolaises de fonctionner, dont notamment l'institution judiciaire, parce qu'il y a le rapport mapping, parce que les exceptions d'incompétence qu'on va soulever, il s'agit d'un chef d'État, donc l'accusé n'est pas, on ne peut pas porter plainte contre un chef d'État en activité. Et encore, il y a une jurisprudence, hein, Charles Taylor et Bachir, dont on a attendu peut-être qu'il soit. Uhuru Kenyatta aussi, et d'autres. Il a comparu. Voilà. Et donc, moi, je dis que c'est cette raison, principalement aussi à côté des arguments économiques, hein, c'est ça aussi qui fait que Paul Kagame est dans une situation de désespérance. Il ne veut pas lâcher, il veut continuer à guerroyer, à se battre pour ne jamais être poursuivi. Donc, il a atteint un point de non-retour et pour lui, c'est tout rien. Voilà, voilà. Il fonce. Il agit comme un. Comment les appeler les kamikazes. Les paradoxes japonais. Les kamikazes. Il agit comme un kamikaze, en fait. Eh bien, je pense personnellement que cette phase-là aussi va passer parce que si des groupes congolais et rwandais se mettent ensemble pour porter plainte, parce que finalement, les arguments juridiques qu'on leur oppose ne tiennent même pas, ne tiennent pas. Face à de tels crimes, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, on ne va pas dire non. Les crimes d'agression que le Rwanda ne peut pas nier. Le crime d'agression contre le Congo. En 96. Voilà, en exactement. 97, en 98. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Je pense que le Congo devrait continuer à faire pression jusqu'à ce que tous ceux qui agressent ce pays arrêtent leur petit jeu, qu'ils se retirent. Maintenant, effectivement, ce qu'on peut négocier, c'est la coexistence pacifique. Mais cela ne va pas empêcher la justice de faire son travail. Parce que le Rwanda ne disparaîtra jamais. Le Congo sera là. Un régime comme celui de Paul Kagame passera, c'est sûr. Mais il faut que les deux pays apprennent à vivre ensemble et qu'ils habitent en toute amitié, mais aussi dans la paix réciproque et dans le respect mutuel. C'est cela qui devra être négocié et aussi les réparations. Les réparations de tout ce qui a été détruit en RDC. Qui dit procès, il doit y avoir réparation, c'est sûr. Ah oui, tout à fait, parce que on va dire oui, le Rwanda est un pays pauvre. Oui, mais attendez, c'est un pays pauvre qui a détruit beaucoup de choses, des vies humaines aussi, et surtout des vies humaines, des millions de gens tués au Congo. Permettez-moi, ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney, de clôturer ici parce que j'ai une autre émission qui commence dans quelques 2-3 minutes. En vous remerciant vraiment d'avoir été des nôtres, de nous avoir donné beaucoup d'éclaircissements sur des situations qui étaient pour nous sombres, ou en tout cas pas claires. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Mais si... Comme vous le savez, cher Aloïs, évidemment, si on avait eu beaucoup de temps, on en a parlé avant cette émission,
on aurait pu parler d'un événement que nous préparons pour le samedi au niveau des bâtisseurs du pont interrwandais, Rwanda Bridge Builders. Mais on aura, avant le samedi, on aura une autre occasion pour en parler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de me tester. Merci beaucoup. Vous êtes guéri. Presque. In Jesus' name, vous êtes guéri. Alhamdulillah, merci. Merci, ambassadeur de Guinée, Jean-Marie Vianney, et à la prochaine. Bonsoir à tous et à la prochaine.